Bienvenue à ceux qui sont à l'heure, du coup. Je m'appelle Jonathan Chanal, je suis expert Power BI et formateur chez DataPulse. Et ce soir, j'avais voulu vous présenter un apéro Power BI autour de la data vise et comment Power BI peut transformer vos analyses et faciliter la gestion de vos projets d'analyse de données. Donc, je ne sais pas trop quel est votre niveau actuel sur Power BI. Du coup, il ne faudra pas hésiter s'il y a des choses pas très claires à poser des questions. Surtout là, si on n'est pas nombreux, vous pouvez poser des questions. Mais sinon, j'ai prévu une phase d'échange à la fin. Le premier truc que je vais vous dire, c'est que Power BI, justement, c'est un outil d'analyse de données, pas qu'un outil de data visualisation, et il va vous permettre de gérer de manière dynamique vos analyses. Euh, Ça devrait vous faire gagner du temps par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque sur Excel ou sur d'autres logiciels. Le but de cet apéro, enfin tout ce que je vais vous présenter là-dedans, c'est surtout ça, c'est surtout de gagner du temps, de devenir plus efficace et aussi d'uniformiser un petit peu vos rapports pour qu'il y ait une trame cohérente entre vos différents rapports Power BI. Euh, En même temps, j'ai mis une petite brique là en bas, collaborer. C'est pour vous dire que finalement, la collaboration, elle passe par Power BI et parfois, elle peut passer par d'autres outils comme Excel. C'est pas parce qu'on fait des rapports Power BI qu'on arrête Excel. Il y a des choses très bien à faire dans Excel et donc le combo Power BI Excel est vraiment excellent. Et si on a le temps ce soir, je vais essayer de vous montrer justement comment on peut faire pour le rendre encore plus puissant. C'est un des points, c'est que justement le temps que je gagne sur la data vise ou sur d'autres tâches un peu répétitives, je vais préférer le passer sur des choses comme ça, favoriser un petit peu l'analyse de données, me concentrer sur les données plutôt que sur la data vise au final. Voilà un petit peu l'idée de ce soir. Donc, comment je gagne du temps, et c'est ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que j'ai fait un modèle, j'ai appelé ça le kit de démarrage ultime. C'est un modèle Power BI qui est prêt à l'emploi et qui me permet de démarrer des projets facilement. Il contient un petit peu tout ce que j'aime dans mes projets dans la data vise et des choses aussi qui me permettent de gagner du temps pour éviter de répéter 36 fois les mêmes actions. Et encore 36 fois, je suis gentil parce que j'ai beaucoup plus que 36 projets, mais voilà, ça me fait gagner du temps. L'objectif, c'est gagner du temps, standardiser les rapports, les faire évoluer facilement. Par exemple, je peux changer complètement les couleurs d'un rapport assez facilement. Voilà. Mais il y a toujours une trame, on va dire, il y a ma patte quoi, dessous, hein, je ne sais pas comment vous dire ça. Hein. C'est, voilà, j'ai mes petites habitudes et en gros, je vais répéter ces petites habitudes. Peu importe les couleurs du rapport, je vais les répéter sur d'autres rapports et ça va aller assez vite. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, il y aura une petite partie introduction. Je vais vous dire pourquoi j'utilise tout ça. Je vais vous présenter mon modèle, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, comment je l'utilise. Je vais vous montrer la partie justement thème Power BI, à quoi ça sert et comment ce que ça fait comme effet quand on le maîtrise assez bien. Et dans la démo, je vous ferai aussi quelques rappels sur de la data vise, on va dire un peu standard, mais des choses sympas à faire sur de la mise en forme conditionnelle ou des graphiques un petit peu particuliers. Voilà. Et puis à la fin, une petite phase de conclusion, d'échange, où vous pourrez poser vos questions. Voilà. S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, vous pourrez revenir dessus plus tard. Voilà un petit peu pour le programme de ce soir. Donc pourquoi un modèle de démarrage? Moi, ce que je veux, c'est optimiser mon temps et faire en sorte que les clients soient contents de ce qu'on leur livre en termes de data vise. Donc j'ai envie d'uniformiser un petit peu mes rapports, j'ai envie qu'il y ait un design professionnel. Je veux pas qu'il y ait des choses voilà, qui paraissent pas vraiment très professionnelles. Je veux aller vite dans ma façon de le faire. Je veux que ça soit évolutif. Je veux pouvoir le faire évoluer si le client il n'est pas d'accord avec le choix, par exemple, de couleur que j'ai fait. Faut pas que ça remette tout en question. Il faut que ça soit quand même assez rapide à changer. Et il n'y a pas que le thème Power BI, il n'y a pas que la data vis. Dans ce modèle, il y a d'autres choses. Vous verrez, par exemple, je sais pas, une table calendrier, une table des mesures. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que c'est des tâches répétitives qu'on va faire X fois on fait tout le temps les mêmes tâches sur nos projets. Du coup, j'ai essayé d'automatiser un petit peu tout ça. Et tout ce temps que je gagne, je vais le consacrer
à l'analyse de données, à améliorer vraiment l'analyse de données. Je vais faire un focus sur les insights que je peux sortir pour mes clients rapidement. Voilà. Donc, le modèle, à la base, quand je parle modèle, hein, c'est le modèle sémantique. Qu'est-ce qu'il contient? Donc, en gros, il contient toutes ces tables. Je vais vous les présenter après directement dans le modèle, hein. Donc, voilà, quelques tables, des tables où il n'y a rien dedans, c'est des fausses données juste pour dire d'avoir quelque chose. Il contient ma table des mesures, ma table des dates, qui est déjà prête, un thème Power BI qui est déjà incorporé, et tout un tas de petites choses qui me servent à faire de la data viz. Des flèches, des indicateurs, des couleurs, tout ce qui va faire la mise en forme conditionnelle rapidement, voilà, ce genre de choses. Donc ça me permet de gagner du temps, je peux faire des copier-coller ou je peux garder mon modèle et le réutiliser, enfin voilà. Grâce à ça, je vais pouvoir gagner du temps. Je vais vous montrer donc dans cette démo du coup, l'impact du changement de thème. Enfin, je vais vous montrer déjà ce que ça donne quand il n'y a pas de thème et ensuite ce que ça donne avec un thème Power BI. Je vais vous montrer quelques astuces sur de la mise en forme conditionnelle et ensuite je vous montrerai donc la petite partie. Quand je vous disais je peux gagner du temps et prévoir certaines analyses, je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut faire dans Excel ou en tout cas dans le modèle Power BI pour l'exploiter dans Excel de manière optimisée. Et ça plaît beaucoup aux utilisateurs. En fait, avec cette fonctionnalité-là, la boucle est bouclée. On a tous les utilisateurs qui sont satisfaits de Power BI et de la data viz dans Power BI. Ils ont la possibilité d'aller dans Excel aussi et de retrouver plus ou moins la même expérience. Et ça leur plaît beaucoup. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je vais vous présenter. Et à la fin, ça, c'est juste la phase de conclusion. Donc, on reviendra là-dessus après. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer le modèle dans le service Power BI, enfin la data viz, à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est mon modèle pour quand je démarre un projet. Dedans, en fait, j'ai fait tout un tas de visuels avec des données fictives. Donc, ça n'a aucun intérêt hein, d'un point de vue analyse de données, vous l'aurez compris. Mais ça me permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent tous les éléments que je suis en train de mettre en œuvre dans mon rapport, les couleurs, la façon de représenter des choses positives, négatives, neutres, les différentes flèches indicateurs que je vais utiliser. Ça me permet aussi de faire des visuels préconfigurés, on va dire. Par exemple, une matrice, la matrice, elle est sympa, bah, je peux la copier, la coller et la réutiliser dans un autre rapport Power BI. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on copie-colle des données et quand il n'y a pas les mêmes données justement entre un rapport et un autre, le visuel, il arrive, il est cassé, mais par contre, vous pouvez quand même copier-coller la mise en forme. Donc, ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple de quelques éléments que j'aime bien. Moi j'adore les nouvelles cartes 1, 2, 3, donc là celle qu'on voit en haut ici. Moi j'aime beaucoup cette carte, elle est beaucoup mieux que l'ancienne carte 1, 2, 3, donc elle permet de faire des choses vraiment sympas. Bon là ça reste un peu pareil. Là, ça c'est un exemple, dans mon fichier de départ, j'ai une petite table géographie. Ça me permet tout de suite de me dire, dès qu'il y aura un axe d'analyse autour de la géographie, j'ai tout de suite de quoi le présenter. Par exemple, j'ai les continents, les pays, en anglais, en français. Je peux raccorder tout ça assez facilement. Je peux mettre ça dans une carte et ça sera tout de suite utilisable. Voilà, ça sera facile à répliquer, à utiliser chez mes clients. Et ça, c'est une petite page que j'ai faite spécialement pour ce soir. Donc d'habitude, elle n'est pas dans le fichier. Mais donc ce que je voulais vous montrer, c'était par exemple ce visuel. Nativement, il n'est pas vraiment possible à faire, c'est-à-dire juste mettre en couleur la brique la moins élevée de la période et mettre dans une autre couleur la brique la plus élevée. Ces petits marqueurs-là, en fait, ils n'ont pas de mise en forme conditionnelle. Quand on va dans le visuel, je vous montrerai. Et pourtant, on peut le faire. Je voulais vous montrer ça. Je voulais au départ parler des cartes 1, 2, 3 et vous passez du temps là-dessus. En fait, les cartes 1, 2, 3 sont quand même assez costauds et il y a quand même pas mal de choses à manipuler, tout ça. Donc, c'est peut-être un petit peu long, mais on verra. Si on a le temps, je vous montrerai. Et là, typiquement, c'est un des problèmes de la carte 1, 2, 3. C'est d'ailleurs, pour moi, c'est le seul problème de la carte 1, 2, 3. C'est que la mise en forme conditionnelle, elle ne marche pas pour les petits multiples. Donc là, j'ai fait un petit multiple, c'est-à-dire j'ai préparé une première carte comme ça complète. Ensuite, je l'ai ventilée par un axe avec cet axe-là. Et là, du coup, ça casse la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que ça, c'est pas bon. Tous ces trucs-là, enfin là, en l'occurrence, ils sont rouges, donc là, c'est bon.
Là, c'est bon, là, c'est bon. Mais par contre, là, ce bloc-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que c'est du plus et on se retrouve avec quelque chose de négatif. Donc ça marche pas. Et ça, typiquement, c'est un point faible de la carte 1, 2, 3 parce que sans cette fonctionnalité-là, c'est pas qu'elle n'est pas utilisable, mais elle est beaucoup moins utilisable. Parce que du coup, si je voulais réellement faire cette carte avec la ventilation sur quatre valeurs, je suis obligé de faire une mesure pour chaque carte. Donc s'il y a 10 cartes, je vais me taper 10 mesures pour chaque carte. Et dans une carte, il peut y avoir 5-6 mesures pour faire du n, n-1, variation en valeur, variation en pourcentage, etc. Enfin, c'est un boulot de dingue. Alors qu'en fait, il suffirait que la fonctionnalité marche correctement. Bon, voilà. Et sinon, en bas, je voulais vous montrer un petit graphique sympa. Un graphique où on compare n et n-1. Et pour le rendre plus lisible, j'ai voulu remonter les étiquettes en haut, qu'elles soient toutes alignées comme ça. Et à l'intérieur, on a la valeur de l'année et la variation en pourcentage avec l'année dernière. Et j'ai fait un petit système où, en fait, désolé pour quand ça zoome, ça enlève le plein écran. Un petit système où vous pouvez changer la hauteur de l'étiquette parce que c'est pas toujours forcément adapté avec ce que vous voulez. Donc voilà, il y a des boutons et ça permet de switcher comme ça la hauteur. Donc c'est un petit truc sympa à faire, c'est pas très long et je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est lisible en tout cas. Mieux que quand on a des étiquettes, je sais pas, par exemple. Comme ça, là, sur celui-ci, c'est pas super, quoi. Voilà. Donc du coup, enfin, si, c'est pas mal, mais on n'a pas toutes les infos. Après, il faut faire des infobulles, etc. Voilà. Alors, je vais aller côté Power BI Desktop et on va regarder le modèle un peu de plus près pour voir ce qu'il y a dedans exactement. Il y en a qui vont me dire, pourquoi tu n'as pas fait un modèle? Oui, j'aurais pu faire un modèle, un fichier PBIT, hein. Oui, mais je le fais pas. Euh, Plus parce que j'ai de l'appréhension, on va dire, sur ce format, où je me dis qu'en fait, mon idée, et je pense qu'elle est bonne, c'est de dire que quand ça fait trop longtemps qu'on a créé le PBIT, potentiellement, il y a des fonctionnalités qu'on va peut-être pas récupérer dedans quand il y a des mises à jour. Je pense par exemple à, si vous avez un vieux fichier, moi j'en ai qui ont, mettons, 5 ans, la matrice, elle n'a pas du tout la même tête que la matrice de maintenant. Quand on ouvre le truc, il n'y a pas les mêmes boutons et tout. Donc, je me dis, voilà, le modèle, il va peut-être pas bien aimer. Donc, j'ai pas fait de modèle, mais ça serait facile à faire. Alors, vous voyez toujours mon écran. Donc là, normalement, je vous présente ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, j'ai une petite table déconnectée des mesures pour stocker toutes mes mesures. J'en parlerai après, ça a un impact, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais ça a un impact sur vos mesures. C'est-à-dire que les mesures qui sont dans une table déconnectée comme ça, qui n'est pas reliée à votre modèle, elles perdent le data lineage. Ça veut dire que quand vous allez dans Excel et vous demandez l'extraction des données dans un tableau croisé dynamique, ça ne marche pas. Alors que si vous mettez les mêmes mesures dans n'importe quelle table du modèle qui est connectée à votre modèle, là, ça marche. Donc du coup, c'est une des choses que je vais vous présenter tout à l'heure. Et il y a des arguments pour dire qu'au final, c'est très bien d'avoir une table comme ça, parce que de toute façon, quand les mesures sont dans la table de fait ou dans une table, le résultat n'est pas brillant en fait. Alors que ce que je vais vous présenter, ça sera mieux. Donc, on en parle un peu plus tard. Une table last refresh, ça c'est juste pour récupérer la date du dernier refresh Power BI. Les utilisateurs, ils aiment bien savoir quand les données ont été rafraîchies, donc du coup, comme ça, c'est marqué dans le rapport. Une table switch, c'est juste une petite table déconnectée qui permet de switcher un indicateur entre mensuel et year to date. Voilà, ça c'est pour aller à l'essentiel. Moi j'aime bien, enfin, plutôt que de présenter trois mesures dans le résultat ici, quand on déplie, j'aime bien avoir qu'une seule mesure qui switch entre les deux. Je trouve que c'est plus simple à gérer. Une table flèche. Flèche, c'est quoi? Enfin, c'est une grosse table en fait. Flèche, enfin, elle n'est pas si grosse, mais c'est une table qui contient plein de flèches. Voilà. Des flèches dans différents formats, du PNG, du GIF, des flèches qui vont vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, etc., dans certaines couleurs, tout ça. Et tout ce truc, tout ce bloc de flèches, ça, plus les mesures associées, bah, ça marche tout seul en fait. J'ai automatisé le truc pour que ça marche. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Si on prend, je dois avoir un truc qui s'appelle flèche. Si on fait flèche négative, neutre, positive, si on met ça comme ça, vous voyez là, quand j'ai lancé le truc, il y a une petite animation, et en fait, ça va s'animer. Donc, ça veut dire que c'est des gifs animés, voilà, en différentes couleurs.
Puis après, on peut avoir différents, je ne sais plus ce que c'est, type, si c'est pour dire, voilà, est-ce que c'est du PNG ou du GIF animé? Des fois, le GIF animé, ça peut prendre un petit peu la tête au bout d'un moment, donc on a peut-être envie de switcher et de dire que non, finalement, on veut que ça soit que du PNG dedans. Et du coup, ça bouge plus. Donc voilà, enfin, tout est prêt pour que ça marche et tout est fait. Les mesures, elles sont faites pour qu'elles soient, enfin, que ça marche en autonomie, en fait. Voilà. Donc comme ça, j'ai pas trop à y toucher. Ça fonctionne tout seul. Je peux choisir les différents styles de couleurs, etc. Donc voilà, des flèches, ça on s'en fout, c'est pour la démo, je vous montrerai plus tard. Une table calendrier, donc ça c'est important. Il faut une table calendrier dans vos modèles pour pouvoir faire de l'analyse temporelle. Toute votre analyse temporelle va être là-dessus. Vous allez pouvoir faire tous vos calculs avec toutes les fonctions DAX intégrées directement avec la table. Une petite table des pays, bah, du coup, quand j'en ai besoin, je la garde, quand j'en ai pas besoin, je la vire, hein. Et donc dedans, j'ai tous les pays, vraiment tous les pays, et avec tous les codes sur 2 caractères, 3 caractères, etc. Comme ça me permet d'aller vite. Et le reste, tout ça, là, c'est juste des données fictives pour dire d'avoir quelque chose dans le modèle, donc j'ai plus qu'à les enlever après. Voilà comment je vais pouvoir gagner du temps. Donc tout ça, ça me permet de gagner du temps. Et ce qu'il y a aussi derrière, autre chose qui est sympa, donc là, pour le coup, ce truc-là, c'est un truc de démo, hein. Donc il est pas forcément fait. Là, par exemple, j'ai fait une table. La table est arrivée, enfin la matrice, elle est arrivée, elle est normale, quoi. D'accord? Mais derrière, ce que je fais, c'est qu'en fait, en réalité, je mets un thème. Donc là, ce thème-là, bah, il n'est pas terrible. Il a déjà plus d'1 an, presque 2 ans. À l'époque, j'avais pas été au bout des choses et donc j'avais fait un thème sympa, mais sans aller vraiment au bout de l'idée. Donc, mon idée, justement, c'est de vous montrer bah, à quoi ça sert le thème Power BI et comment ça marche. Donc déjà, un thème, c'est quoi? C'est un ensemble de couleurs, de polices et d'effets que vous allez appliquer à l'ensemble de votre rapport. Comme les thèmes dans Excel, dans PowerPoint, dans Word, tout ça, c'est la même chose. Et donc, ça vous permet de gagner du temps. Donc, il y a une interface ici, personnaliser le thème, qui vous permet de personnaliser quelques trucs, mais c'est vraiment très minime. C'est les couleurs. C'est des couleurs avancées, du texte, la police, la taille de caractère, la couleur, et en gros, c'est tout. En fait, c'est tout, quoi. Il n'y a rien. Enfin, il y a deux, trois bricoles en plus, mais en gros, il n'y a rien. Ça veut dire que cette interface, ben, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était il fallait coder dans un JSON, et donc c'était compliqué. Mais ben, on va pas au bout du truc, quoi. Avec ça, on n'arrive pas à aller au bout des choses, et donc du coup, c'est pas terrible. Autre chose que j'ai dedans, pardon, avant que j'oublie, je vous ai parlé tout à l'heure d'indicateurs. J'ai aussi un truc qui s'appelle indicateur. Voilà. Indicateur, c'est juste des petits caractères Unicharts que j'ai déjà préconfigurés. Et comme ça, je peux les utiliser. Si j'ai pas envie de faire des flèches, ben, je peux utiliser directement des caractères Unicharts. Le résultat, c'est ça. Soit on peut faire des choses comme ça, soit des choses comme ça. Et là, j'ai simulé comment apparaîtrait un texte positif, négatif ou neutre avec ce thème. Ben, il apparaîtrait comme ça. Donc, on va aller voir le thème. Donc, le thème, on va dire ici, par exemple, sur une nouvelle page, admettons que je veuille faire, je ne sais pas, on va dire par année, le chiffre d'affaires. Si on fait un visuel comme ça, bah, le thème, en fait, là, il gère pas grand-chose. D'accord? Si on prend le thème par défaut, c'est plus ou moins pareil. Ça gère pas grand-chose. C'est-à-dire que le visuel, il arrive et il n'est pas terrible. On va faire 2-3 visuels sur la page et après je vais importer un thème et comme ça vous allez voir la différence. On va se mettre dans une bonne résolution. Voilà. On va dire qu'on a un visuel comme ça. On va dire qu'on a ça ventilé par, je sais pas, formation. On va peut-être masquer les trucs là. Tac. Ouais, j'ai pas grand-chose comme indicateur et comme axe d'analyse, donc on fera avec, hein. Imaginons qu'on ait ça avec le chiffre d'affaires et le type de formation. Je vais y arriver. Hop, parcours A, parcours B. Et imaginons qu'on ait du chiffre d'affaires ventilé par mois ou plutôt par date. Tiens, par date. Tac. Dans un graphique en ligne. Hop. Là-haut, on va mettre justement, on va pas mettre les années, on va mettre les mois. Et on va choisir une année sur la page.
Hop, 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 hop. Voilà. Imaginons qu'on ait ça. Là, en fait, pour démarrer, juste pour faire cette page de DataVis, ben, on se rend compte qu'il y a du boulot. Enfin, moi, je veux dire, je vais jamais livrer un rapport comme ça à un client. Il y a plein de choses qui ne me plaisent pas dans les visuels de manière native, sans parler des couleurs. D'accord? Les couleurs, là, ça pourrait être carrément acceptable. C'est pas des couleurs qui me gênent. Mais par contre, le design en lui-même, bah, il n'est pas top, quoi. Du coup, si on importe un thème, donc là, on va aller chercher un thème Power BI que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Power BI. Thème. Voilà. Là, c'est déjà mieux. En tout cas, ça commence déjà à me plaire un petit peu plus. Et j'ai moins, on va dire que j'ai moins de travail sur celui-là que sur la version précédente. Donc là, par exemple, on va aligner juste un petit peu les éléments. Tac. Bon, je fais un truc vite fait, mais je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est ça tout de suite, il y a de la différence. Donc, qu'est-ce que j'ai préconfiguré là-dedans? C'est des petites choses, hein. L'infobulle, elle a changé, c'est plus la même. Donc, il y a des couleurs différentes de celle qui est native. Les visuels en eux-mêmes, ils ont tous, pardon, titre, sous-titre, diviseur. Ils ont une petite bordure arrondie, une petite ombre légère derrière. Ils n'ont pas les titres des axes. Moi, j'aime pas qu'il y ait les titres des axes, parce que très souvent, le titre, en fait, enfin, c'est déjà marqué dans le titre ce qu'on est en train d'analyser. Du coup, par exemple, je sais pas, si vous avez les pays, il n'y a pas besoin de préciser l'axe pays. On sait que c'est des pays, quoi. Voilà. Donc là, c'était un petit peu pareil. Bon, les mois, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser non plus. On comprend que c'est des mois. Voilà, donc il y a plein de cas où on n'a pas besoin de ça. Du coup, je trouve que ça, bah, c'est hyper efficace et ça permet de gagner du temps pour faire d'autres choses, justement. Donc, entre tout ce que je viens de vous montrer, le fait d'avoir la table des mesures déjà prête, la table calendrier, une table pays, là, on va faire un petit truc avec le pays, par exemple. On va faire country, je crois que c'est celui-là, qui va dans la carte de forme. Tac. Si on lui dit carte perso, apéro. Je ne l'ai pas mis là. Où est-ce que je l'ai mis? Euh, je l'ai dans gestion de projet. Je sais plus. Comment il s'appelle? Une seconde. Je vais juste chercher mon fichier JSON. Ça s'appelle World Administrative Boundary. Ça doit être ça. Ouais, bien joué, c'est. Ouais, ça doit être celui-là. Sauf que là, il n'est pas au bon endroit. Novarc, Novarc, groupe, DataVis, accompagnement. OK. Donc là, formation, accompagnement, Novarc, DataVis. Tac. Voilà. Donc ça, c'est un JSON qui permet de faire cette représentation spécifique sous forme orthographique, comme ça. Et donc, du coup, là, on peut, emplacement, ça va aller là. Et on peut mettre notre chiffre d'affaires là. Voilà. Tac. Donc voilà. Tout ça, ça permet de gagner du temps, enfin pour moi en tout cas, hein. Le fait d'avoir la table calendrier, pays, table des mesures. La table calendrier, elle est déjà configurée correctement. Par exemple, elle est marquée comme table des dates. C'est des petites choses, hein. Les colonnes sont triées. Enfin voilà. Tout ça, ça me permet de gagner du temps. Donc voilà pour cette première partie globale, ce qui me permet de gagner du temps autour de la data vise. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer deux visuels qui étaient intéressants. Je voulais vous montrer celui qui permet de faire la ligne avec la couleur. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple ici les mois. On va mettre ça dans un. Donc, on est d'accord, si on fait un graphique en ligne comme ça, vous n'avez pas du tout la main pour mettre des marqueurs et changer la couleur. Ici, il n'y a pas de bouton FX, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer la couleur de manière dynamique, donc on est un peu coincé. Du coup, l'astuce, il y a deux astuces. Ah, elle ne donne rien.
Hop, j'ai désactivé le micro parce que ça m'a loupé. Deux astuces. Première astuce, on peut, dans un histogramme comme ça, sans faire de calcul complexe ou de mise en forme complexe, on peut changer la couleur pour lui dire, tu mets en rouge le point de données le moins élevé et en vert le plus élevé, sans faire de trucs compliqués. Donc là, dans couleur, on peut lui dire, on va se baser sur le chiffre d'affaires, et on va lui dire, si c'est égal à 100%, à 0%, tu mets du rouge. Donc là, d'office, il prend la couleur rouge de mon thème, hein. Sinon, si c'est égal à 100%, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, 0%, 100%. Du coup, tu vas mettre du vert. Bon, là, j'ai mis un bleu comme ça. Et là, ça marche. Donc, me demandez pas pourquoi, franchement, j'en sais rien. En tout cas, cette configuration, elle marche. Elle permet de faire un truc pas mal. Des fois, ça peut être sympa d'avoir juste deux points mis en valeur. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans la data vis, c'est souvent, je ne vais pas utiliser les dégradés de couleurs. Typiquement, le dégradé qu'on a là, je trouve que ça ne sert à rien. Si le chiffre est négatif, je pense que ça va marcher aussi, hein. Si on met, mettons, la variation n-20, qu'on vire ça, du coup, il faut changer la règle, hein, mais ça va marcher. Si on met que c'est la variation, ça doit être le point le plus petit, moins 1935, là c'était 1921, et là 2149. Donc ouais, ça marche aussi, hein, avec n'importe quelle mesure. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. Et donc du coup, si on revient en arrière, on va le remettre comme ça. Maintenant que vous avez ça, là, si vous le passez en ligne, là, il conserve les points. D'ailleurs, vous noterez que celui en ligne, il est sympa. Je l'ai préconfiguré avec une ligne comme ça, douce, pas un truc avec des traits pointus, là. Donc ça, c'est plus sympa. Et il a tout de suite les marqueurs. Par contre, vous ne pouvez plus y toucher. Donc si vous voulez y toucher, il faut retourner dans la configuration en mode histogramme. Parce que là, marqueur, si on prend marqueur, déjà, ils ne sont pas activés, hein, voilà. Mais même si vous les activez, du coup, vous allez les avoir partout, avec la couleur là et là, que vous ne pouvez pas toucher à partir d'ici. Quoique, je suis en train de me dire, si, en fait. Ah ouais, mais non, c'est manuel. Si on touche manuellement, je peux les toucher, mais pas de manière automatique. Du coup, on va dire par exemple 7, et je ne vais pas le mettre, voilà. Là, c'est sympa. Mais du coup, si vous voulez retoucher la mise en forme conditionnelle, vous changez, vous allez sur l'autre. Voilà pour cette première astuce autour de la mise en forme conditionnelle. L'autre astuce l'autre graphique que je voulais vous montrer, donc c'était un histogramme où on a justement des valeurs comme ça. On va mettre le n-1 dedans. On a n et n-1. Et donc, le but, c'est de le rendre un peu plus sympa, un peu plus lisible et avoir un peu plus d'informations. Donc, là, premier truc qu'on peut faire. Donc, déjà, premier truc à noter, pardon, c'est qu'il n'y a plus de mise en forme conditionnelle, hein. Pareil, dès qu'il y a deux mesures ici ou une légende, on perd la mise en forme conditionnelle. Donc, on est un petit peu coincé. Du coup, ce qu'on peut faire, depuis quelques temps, on peut faire chevaucher les séries. Donc ça peut être sympa. On peut faire chevaucher, par exemple, comme ça, 50%. On peut inverser le sens. Comme ça, la brique, elle passe derrière. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était n-1 que j'avais mis en gris très clair, qu'on ne voit pas trop comme ça. On va peut-être en prendre un truc un tout petit peu plus foncé, histoire que vous voyez un petit peu. Voilà, comme ça suffit. Et là, quand on a n et n-1 comme ça, là, tout de suite, les étiquettes, c'est compliqué, hein. Ça devient tout de suite compliqué à lire. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop. J'arrive pas bien à les lire comme ça. Donc, ma proposition, c'est de mettre des étiquettes tout alignées ici, faire descendre le graphique pour qu'il soit un peu plus bas, et justement qu'on puisse piloter la hauteur, en fait. Donc, pour faire ça, ce qu'il me faut, c'est une mesure. Une mesure qui lui fait qui lui fait aller plus haut, en fait. Il faut une première mesure que je pourrais mettre et qui arrivera ici. Donc, le max Y, ça va être un max X de all selected mois, plutôt mois num, parce que les mois sont triés par la colonne mois num, donc il vaut mieux le faire là-dessus, je pense, virgule, CA hors taxe. Donc ça, pareil, moi ce que j'aime bien faire, c'est
quand on travaille comme ça, c'est faire un visuel à part sous forme de table, et comme ça on voit les chiffres, on se rend mieux compte de ce qui se passe sous le capot. Par exemple, là, bah, je me rends compte que ça marche pas. Donc, max X, all selected, moi, je crois que j'avais appelé moi tout court. Ouais, donc je suis bien obligé de mettre les deux. Donc, il faut que je mette moi et moi num. Si on met que l'un ou enfin que celui-là, bah, ça marche pas non plus. Là, on va avoir des chiffres qui se ventilent alors qu'on veut pas qu'ils se ventilent. Donc, on est obligé de mettre la colonne de tri, en fait. Donc, on a ça. Si on fait ça, si on fait juste ça, ça veut dire que le trait, il va arriver pile en haut de l'axe et moi, je veux qu'il se décale un petit peu. Donc, on va mettre ça dans une variable var max CA égale ça. Et on va dire return max CA fois, par exemple, 1,4. Le 1,4, on pourra le dynamiser après. Donc là, ça me permet d'arriver à 100 000, 102 000 de partout. Donc si on met ça, bah là, du coup, il faut changer de... Oui, il faut changer de visuel. On va prendre celui-là. Pardon, celui-là. Dans celui-là, on peut mettre une ligne. Et donc, je vais aller mettre la ligne max Y. Donc, max Y, elle arrive là, mais elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas... l'axe, ça ne va pas comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'axe Y, on peut lui dire d'aligner les zéros. Aligner les zéros, ouais. Ok, donc déjà, ça va mieux. On peut lui dire d'enlever... pourquoi je ne l'ai pas là, du coup? Attends. Des fois, il y a un petit bug d'affichage. Hop, hop. Oui, non, c'est pas un bug d'affichage. Enfin, si, c'est un bug d'affichage. Il faut décocher, recocher, redécocher. Vous voyez, faire ça, ça, et comme ça, l'axe, il disparaît ici. Et en plus, ça me permet d'avoir un alignement correct. Là, l'alignement, c'est pas ce que je veux non plus, parce que j'ai pas envie que ça monte ici comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va ajuster celui-là. Le maximum, on va le faire aller pareil à max Y. Voilà. Du coup, vous voyez, comme ça, on commence à voir l'idée. On a ce truc-là. On a le graphique qui est un peu plus ratatiné, mais au moins, il y a de la place. Ensuite, l'idée, ça va être de virer la ligne. On n'en a pas besoin. Donc, la ligne, on peut la mettre à 0, tout simplement. Donc, elle disparaît comme ça. Et ensuite, on a la possibilité de gérer les étiquettes. Ça se fait super bien. Donc, les étiquettes, on va lui dire qu'on ne veut pas le chiffre d'affaires. On ne veut pas le N-1 non plus. Et par contre, pour la série max Y, bah là, on veut des choses. Donc on veut pas max Y, on s'en fout. Donc on veut le chiffre d'affaires. Là, ça me ramène bien le chiffre d'affaires. Et en dessous, on peut cocher le détail et lui demander ce qu'on veut. Bah, nous, on va dire par exemple la variation en pourcentage. Pour le coup, je ne le veux pas à droite, je le veux en dessous. Donc ici, un peu plus bas, il faut lui dire disposition sur plusieurs lignes. Et là, ça passe. On va changer l'affichage, voilà. J'ai prévu une petite mise en forme conditionnelle, bon, pour le coup, juste pour cette ligne-là. Donc, on peut la faire tout de suite. J'ai appelé ça mise en forme conditionnelle variation. Voilà. On peut mettre un petit arrière-plan, je sais pas, gris par exemple, comme ça. Pas de transparence. Pas de transparence parce que j'ai envie de mettre un trait comme ça. Ce sera plus joli. Oui, donc il manque le trait du coup. Donc par rapport à tout ça, on est déjà pas mal là, hein. Là, on est pas mal. On a le chiffre, on a la variation. Il manque le trait. Donc le trait, on peut utiliser les barres d'erreur pour ça. Et donc pour la mesure, pas max Y, pour la mesure CA hors taxe, on va activer, oui, on active la barre d'erreur. Et la limite supérieure, c'est max Y. Là, on est pas mal. Bon, ça déconne, hein. Là, ça, c'est pas trop acceptable. On va rectifier un peu. Le trait, je le veux beaucoup plus clair. Non, je veux la barre. Je veux pas le marqueur. Et après, comment on fait? Ah bah après, c'est l'étiquette, en fait. L'étiquette qu'il faut je vais lui dire au-dessus. Voilà. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. Là, c'est nickel. Bon, il y a peut-être un truc qui va pas, mais...
c'est léger. Je sais pas, il y a une bordure autour du trait, je sais pas ce que c'est. Barre, faire correspondre, non. Ça fait quoi? Non, faire correspondre, ça fait ça. Ah, c'est la couleur de la bordure. Euh, et d'ailleurs, la bordure, voilà, 0. C'est plus joli comme ça. Là, il n'y a pas de bordure et comme ça, c'est mieux. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, si vous voulez dynamiser, je ne vais pas le faire maintenant parce que du coup, ça va faire perdre du temps, je pense, pour rien. Mais c'est vraiment facile à faire. Ce que je vous ai montré ici, dans ce visuel-là, quand on zoome là, c'est faire varier la hauteur comme ça avec un petit sélecteur. Ça, c'est rien à faire. C'est un truc dans modélisation. J'ai fait un paramètre ici, donc un paramètre de plage numérique. Ce paramètre de plage numérique, ça vous donne des valeurs, par exemple 10, 15, 20, 30, etc. Moi, j'ai mis de 1 à 10. J'ai juste fait de 1 à 10. Ensuite, je l'ai mis dans un nouveau segment comme ça, qui a pas mal de... Ce nouveau segment, il a pas mal de possibilités de customisation. Donc, je l'ai mis là-dedans et puis j'ai fait en sorte que ce soit discret. Et ensuite, j'ai modifié ma mesure pour lui dire, bah, au lieu de multiplier comme on a fait tout à l'heure par 1,4, tu multiplies par 1 plus la valeur qu'il y a dans le sélecteur qui est ici. Voilà. Et ça permet de faire changer la hauteur comme ça assez facilement. On ne sait jamais si des fois il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, après ce truc-là, là je l'ai fait rapidement ici. En vrai, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que là, il n'y a pas d'écart entre n et n-1, il y a quasiment les mêmes valeurs. C'est des valeurs fictives, tout va bien. Quand il y a des écarts, en fait, du coup, c'est pas le max de n qu'il faut prendre ici, c'est le max entre n et n-1. Donc, il faut faire deux calculs différents et ensuite refaire un max par-dessus. Bon, voilà. Voilà pour tout ce qui concerne la data vise. Donc maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, le gain de temps que j'ai sur la data vise, je m'en sers pour faire d'autres choses plus intéressantes. Donc par exemple, je sais que mes utilisateurs, ils sont très très fans de faire de l'analyse dans Excel. Je ne vous parle pas de ceux qui viennent me dire on veut un export dans Excel. Eux, je les envoie promener. D'accord? Il n'y a pas d'export dans Excel. On fait un analysé dans Excel, on est connecté au modèle. Donc là, je vais simuler un analysé dans Excel avec un outil externe que j'ai installé sur mon ordinateur. Mais ça serait la même chose si vous étiez dans le service, vous pouvez télécharger un petit fichier Excel, il est connecté au modèle, et là, c'est nickel. Vous pouvez faire des choses avec. Et donc, du coup, voilà ce qui va se passer quand vous avez une table des mesures comme ça, euh, à part, je veux dire une table déconnectée de votre modèle. Si vous lui dites, tiens, je veux voir mon chiffre d'affaires par continent, par pays, non, pays, ça fait peut-être beaucoup, et puis, je sais pas, par année, tac, comme ça, voilà. Si vous lui demandez d'extraire des valeurs d'ici pour savoir quel est le détail de ce qu'il y a en dessous, il va rien vous donner ou il va vous donner des choses pas intéressantes. Donc, par exemple, en Antarctique, j'aimerais bien voir à quoi correspond ça. C'est pas un export dans Excel, pour répondre à la question, c'est un analysé dans Excel. C'est un outil externe qui s'appelle analyser dans Excel et qui me permet de simuler l'analyse dans Excel. Imaginons que je veuille extraire les 17 897, je double-clique dessus, et là, c'est le drame, il n'y a rien du tout. D'accord? Ça ne marche pas. Donc c'est ça le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on a une table des mesures déconnectée, on perd le data lineage. Donc si la table ici des mesures, elle n'est pas connectée au modèle, on perd le data lineage. Du coup, ça ne marche pas. Si on veut que ça marche, je pourrais tout simplement sélectionner toutes mes mesures, là, sélectionner les mesures, tout déplacer dans une table de faits, sample data par exemple, réactualiser le fichier Excel, et là, ça marche. Là, j'ai l'extraction des valeurs. Mais par contre, est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. C'est nul. Je veux dire, l'extraction, là, elle me donne rien du tout. Elle me donne un chiffre. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas la date, je sais pas le pays, je sais pas le type de formation, je sais rien du tout. Donc du coup, cette manip-là n'a servi à rien. Je vais juste redéplacer mes mesures dans la table des mesures. Donc du coup, l'idée, elle est où? Mesure. Hop. L'idée, c'est de rester comme ça, de faire que ça marche pas, mais de faire en sorte que ça marche. Donc, pour que ça marche, comment on peut faire ça? Vous pouvez customiser vos mesures via un autre outil externe qui s'appelle Tabular Editor, là, celui-là, et vous pouvez lui dire exactement ce que vous voulez comme détail des données. Et c'est là que ça devient super fort. Donc, pour vous entraîner à faire ça, bon, bah là, je l'avais déjà codé, donc il l'a gardé en mémoire.
Il n'y aura pas la surprise. Mais voilà, vous pouvez coder ici, dans l'interface DAX, une mesure. Donc ici, ça renvoie des tables. Dans ce que vous codez ici, ça renvoie des tables. Donc si on exécute, ce bout de code DAX, il va me donner une table nickel. Donc en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, fais-moi une petite table. À partir de ma table de fait, tu vas me chercher la date, la formation, le type de formation, dans quel continent ça a eu lieu et dans quel pays. Ensuite, je lui dis, tu prends toutes ces colonnes et tu me les renommes comme ça. J'ai pas envie que date, ça s'appelle calendrier date dans Excel. J'ai pas envie que formation, ça s'appelle sample product formation. C'était nul. Donc du coup, j'ai tout renommé. Le select column, il vous permet de renommer. Et à la fin, j'ai fait un add columns pour ajouter ma mesure tout au bout à droite. Ça, c'est super intéressant. Et donc du coup, si on prend ce petit bout de code sans le evaluate, ça sert juste. Salut Jonathan. Ça sert juste à faire le code ici, à présenter le code ici. Si je vais dans Tabular Editor, il y a une propriété dans Tabular Editor qui s'appelle Detail Rows. C'est elle qui vous permet de customiser tout ça. Donc dans mes tables, je vais retrouver mes mesures. Dans ma table mesure, pourquoi je ne vois pas ma table mesure là? C'est quoi l'idée? Vous la voyez? Tout en haut. Mesure, pardon. Ce code, c'est du DAX. Oui, tout à fait, hein. Le code que j'ai fait là, ici, c'est du DAX, hein. Donc tout ça, c'est du DAX. Ici, je vais retrouver ma mesure, CA hors taxe. Là, on m'explique comment est fait le code DAX. Et du coup, dedans, il y a plein d'informations hyper intéressantes. Ici, vous pouvez, enfin vraiment, Tabular Editor, je pense que, Jean-Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait faire un apéro sur ça parce qu'il y a plein de trucs à dire autour de tout ça. Tous les outils externes, globalement, il y a plein de trucs à faire. Moi, je m'en sers pour plein de choses et c'est vraiment hyper intéressant. Ici, un petit peu plus bas, on va trouver Detail Rows Expression. Et donc là-dedans, je peux venir coller mon petit bout de code. Là, je l'ai mis ici. J'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, je retourne dans Excel. Je peux actualiser mes données. Et si maintenant on double-clique sur les 17 897, on a le joli détail complet. Alors, il faudra mettre le total pour le voir. 10 165. Ah ben, ça marche pas. Bon, 10 165, ça ne correspond pas à 17 000. Tout simplement pourquoi? Parce que ce tableau, il est limité à 1000 lignes. Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse le modifier par défaut. C'est une limite comme ça dans Excel, mais on peut le modifier ici, modifier la requête DAX, et je peux lui dire de ne pas en afficher 1000, mais 10 000 par exemple. Et donc là, si on affiche les 10 000, en bas, on a bien 17 897. Donc ça, le petit clic droit, table, modifier la requête, ok, il faut l'expliquer aux utilisateurs, mais une fois que c'est expliqué, je vous garantis que ce truc-là, ils sont super fans et ils adorent. Ils font En fait, ils sont pas super à l'aise la plupart du temps dans Power BI, donc ils vont faire leurs analyses plutôt ici dans Excel, donc ils reconstruisent leur tableau croisé dynamique, etc. Ça m'arrive de leur faire moi-même, hein. Je reconstruis quelques pages de data vis dans Excel. Et la différence, c'est qu'ici, ils vont pouvoir obtenir des détails vraiment très fins. Cette expérience, bien entendu, on peut la faire dans Power BI, hein. Ils n'ont pas besoin de venir ici, hein. Ça, c'est vraiment en plus. Je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quand je gagne du temps, eh ben, je peux faire ça. Oui. Tiens, je vous montre un truc vite fait. Oui. Jonathan, je voulais, parce que peut-être tout le monde n'a pas percuté sur le truc, pour ceux qui seraient peut-être nouveaux sur Power BI, Oui, euh, par rapport à la notion d'export. Ici, on est sur ce qu'on appelle une intégration dynamique, c'est-à-dire que si vous réactualisez vos données dans Power BI, hein, tout donc à vos fait. données vont changer, quand vous ouvrez votre Excel, vous n'avez rien à faire, les données vont changer. Hein, donc, ce n'est pas du copier-coller toutes les semaines à chaque fois que mes données changent. Hein. Une fois que c'est fait, Carrément. Mm. les données changent dans le modèle, vous venez dans votre Excel, vous ouvrez, vous avez les nouvelles données. C'est où? C'est là. Option. Option. Non, c'est pas ici. C'est dans données. Oui, là, je peux pas le faire sur celui-là, mais dans les propriétés, en fait, on Voilà, peut, euh, on peut forcer l'actualisation à l'ouverture. à l'ouverture. Voilà, actualiser les données dès l'ouverture. Donc, du coup, on ouvre, paf, ça s'actualise et au moins, il n'y a pas de déconnexion entre ce que vous avez dans Power BI et ce qu'il y a dans Excel. Un autre exemple pour gagner du temps. Alors là, ça va vous bluffer. On a là-dedans, en fait, on peut coder des scripts ici en C#. Donc, j'ai tout un tas de scripts que j'ai fait en C# qui me permettent de faire plein d'actions. Donc, j'en ai pour tout.
Il y en a pour faire de la documentation, il y en a pour formater du code DAX, il y en a pour exporter des données, pour importer des données, pour faire des traductions dans différentes langues et pour faire de la time intelligence. Ben, il y en a un truc tout simple, c'est un clic droit, macro, fais-moi une simple somme. Ça paraît pas très compliqué. D'accord? Il a fait la simple somme. Bah, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a créé la mesure. Il l'a positionnée dans la table des mesures parce que la table des mesures existe. Il n'a pas appelé montant comme la colonne. Il l'a appelé base montant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a masqué la colonne. Là, on voit, c'est marqué true. Il l'a formaté séparateur de milliers, zéro décimal. Et il l'a même logiquement documenté. Elle est où mon... Non, celle-là, oui, si, documenté. Il a même écrit le petit commentaire, somme de la colonne montant. D'accord? Bon, ça paraît pas grand-chose, mais c'est juste une somme vite fait comme ça. De ça, je lui fais une autre macro, time intelligence. Et là, c'est pas la même. Là, il m'a fait toutes les mesures. Donc, il m'a fait la même en year to date, masqué, documenté, formaté. Donc, elle a tout, hein, documentation, format, masqué. Il a fait le N qui switch entre les deux. Donc là, vous voyez l'expression, c'est un système qui va faire que on pourra switcher entre N et entre mensuel et year to date juste en un clic. Et par défaut, il va faire du mensuel. Il a documenté ça, il a formaté correctement. Il a fait la variation entre N et N-1 en valeur avec un joli format. Il a fait la variation entre N et N-1 en pourcentage. Il a fait le N-1. Voilà, il a fait tout ça en un clic. Là, si j'enregistre comme ça, hop, si on retourne dans Power BI, les mesures, elles sont arrivées là. Tac, mesures. Logiquement, elles vont arriver par là-dedans. Afficher les éléments masqués. Ouais, des fois ça bug un petit peu. Enfin, l'affichage, des fois, il prend un peu de temps. Je vais juste actualiser, voir si ça arrive, mais c'est juste un bug. Voilà. Donc là, elles sont arrivées. Tout est là. Tac. Ça se fait. Donc quand je disais tout à l'heure documenter, putain, je sais pas si je l'ai pas cassé là. Quand je disais documenter, c'est quand vous passez la souris sur une mesure, bah, du coup, il y a le petit texte de commentaire qui apparaît. Donc ça aide bien les utilisateurs à savoir bah, que fait la mesure. Je sais pas si dans certains cas, vous voulez documenter des trucs un petit peu complexes, bah, c'est toujours sympa de pouvoir le faire. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous présenter. Je pense que j'ai fait le tour. L'objectif, donc, c'était voilà, d'optimiser votre temps de travail sur la partie DataVis. Pas que DataVis, DataVis et puis même le modèle sémantique, et de profiter de ce gain de temps pour faire d'autres choses plus intéressantes. Si tous ces sujets vous intéressent, ben, vous pouvez nous consulter, hein. Nous, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement. Voilà. Donc, maintenant, place aux questions. Il ne reste pas longtemps, j'ai pas mal avancé. Mais si vous avez des questions, ben, je veux bien y répondre. Bravo Jonathan, excellente présentation. Voilà. Merci, Patrick. Franchement, très très bonne présentation. Alors, moi, je connais très bien Power BI, je stage chez plein de clients, je connais très bien toute l'équipe, Tristan, etc. Donc d'abord, c'est une excellente démonstration où on a assisté, bravo. Peut-être que les gens pourraient se demander un peu comment on crée des thèmes. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous donner Oui, rapidement la façon de le faire, parce que je pense que les gens ne savent pas le faire. Moi, je fais beaucoup de thèmes avec PowerPoint derrière, mais j'avoue que le thème de Power BI est extrêmement intéressant à utiliser. Je pense que les gens ne savent pas vraiment l'utiliser. exact. C'est une bonne remarque. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, en fait, un thème Power BI, à la base, bah, si on prend, je vais prendre un thème qui n'est pas bien fait, donc pour vous montrer, formation DataVis, fichier JSON, si on prend ça par exemple, là je vais l'ouvrir avec un éditeur de code parce que comme ça on peut formater un peu mieux le code. Voilà, ça c'est un thème. Un thème finalement c'est un petit bout de code JSON qui va prendre le nom du thème, les 8 couleurs principales et puis éventuellement 2, 3 paramètres, 10 paramètres, 20 paramètres. Donc on peut avoir la plupart du temps, si vous téléchargez des thèmes via... bon là j'ai cassé le Power BI 2 secondes. Je vais juste fermer ça comme un bourricot, mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin. Je vais revenir sur le fichier. Exemple débarrage. En fait, la plupart du temps, quand vous allez sur Internet et que vous téléchargez des thèmes, ils arrivent et ils ont 50 lignes.
50 lignes de code. Ça veut dire, autrement dit, il n'y a rien. Donc, si vous voulez télécharger des thèmes, ici, dans l'interface, il y a un bouton Galerie des thèmes. Ça vous emmène sur Internet, ça vous emmène sur un site où tout le monde partage des choses. Et là, il y a du bon et du moins bon. Et du coup, vous allez pouvoir télécharger des thèmes. Du coup, on télécharge le fichier JSON et on le réincorpore ici. Mais voilà, des fois, très souvent, ils sont vides. Moi, je vais vous montrer le thème que je vous ai présenté tout à l'heure. Je crois que c'est quelque chose comme peut-être 2700 lignes de code ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir, hein. Thème Power BI, New. Celui que je vous ai présenté, c'est Intesia. Voilà, il y a 2700 lignes de code. Dedans, en fait, j'ai tout customisé. C'est-à-dire, j'ai pris chacun des visuels un par un et je les ai customisés comme moi j'ai envie qu'ils soient customisés. Je ne vous ai pas montré, mais par exemple, une table ici, on va aller chercher le fichier. Si on reprend là, Power BI, thème, New, Intesia. Bon, là, ça va être un peu dégueu, mais c'est pas grave. Si on fait une table, je pense qu'elle va arriver directement propre. Si on fait ça par année dans une matrice, une table. La table, elle est comme ça. En gros, j'ai juste à rajouter le petit bout de couleur ici et c'est bon. La table, elle est comme ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout customisé pour que ça soit le plus simple possible à utiliser. Donc vraiment, je suis passé sur chacun des visuels, même ceux que je n'utilise pas. Il y a plein de visuels que je n'utilise pas. Je les ai customisés. Le seul truc qui était un petit peu complexe là-dedans, c'est la fin, c'est les petites icônes en SVG là. Là, le petit bout de code ici, ça, c'est pour faire des icônes en SVG qu'on peut mettre dans les tables et les matrices pour faire de la mise en forme conditionnelle. C'est un peu chiant à faire. Enfin, ça prend 20 minutes, quoi, mais il faut faire le code, vraiment. Le reste, bah, j'ai pas tout codé à la main, hein. Vous vous en doutez, j'ai pas codé 2700 lignes de code à la main. Je suis allé sur un site, il y a un site qui vous permet de fabriquer votre thème en ligne. Et même mieux, si vous payez quelques euros, hein, c'est peut-être 2 ou 3 euros par mois, un truc comme ça, vous pouvez même voir le résultat en live sur le site internet. Après, vous faites votre thème et vous revenez, mettons, 3 mois plus tard, vous pouvez réimporter votre JSON, remodifier le JSON, etc. C'est juste magnifique, quoi. Donc ce site, il est vraiment top. J'essaie de vous le retrouver tout de suite. J'ai perdu le nom. Power BI, DataVis. C'est... C'est le générateur V3, non? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ben, il a changé de nom, mais Ouais, ouais. c'est ça. C'est thème.powerbi.tips. Et là-dedans, vous pouvez tout customiser. Donc, on va dans Propriétés. Propriété, l'étoile, ça veut dire je customise tous mes visuels. Et les autres, c'est je choisis un visuel et je le customise. Donc, vous pouvez faire des trucs de fou avec ça. Donc ça, c'est excellent. Et je pense que ouais, le truc, ma collègue Lamia, elle a pris l'abonnement, je crois que c'est 2 ou 3 euros par mois. Et ça vous permet de voir le résultat ici et ensuite de l'adapter au fur et à mesure. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai pris en version gratuite, j'ai customisé tout ça. J'ai fait une fois, ça m'a bouffé une demi-journée. J'ai passé une demi-journée à faire ça à fond en me disant, allez, par contre, une demi-journée parce que moi, je connaissais tous mes paramètres par cœur, hein. Donc du coup, mes paramètres, c'était vite fait, quoi. Je sais exactement... je sais pas, la taille de l'arrondi, la couleur de l'ombre, l'opacité, tout. Je connaissais tout par cœur. Donc ça allait très vite. Mais quelqu'un qui partirait de zéro, ce truc-là va prendre du temps à paramétrer, mais c'est du bon temps. Il faut le passer ce temps, parce qu'après, une fois que c'est fait, ben, vous gagnez vraiment du temps pour la suite, hein. Moi, je trouve ça vraiment top, quoi. Et comme ça, on peut se concentrer sur d'autres choses plus intéressantes, l'analyse de données, la vraie data vise, quoi, customiser, je sais pas, des titres ou des sous-titres dynamiques, rajouter des éléments, enfin, plein de choses beaucoup plus intéressantes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Donc, non, alors franchement, parfait. Franchement, bravo. Super. Bravo, Merci. Jonathan, bravo à Jean-Pierre d'avoir organisé ça. Moi qui en fais tous les jours et qui ai des clients comme vous, j'ai rarement vu de l'opérationnel aussi bien fait. Voilà. Ah, super. C'est vraiment, ça me fait plaisir. C'est Voilà. sympa. Merci. Je voulais juste ajouter que bah, depuis aujourd'hui, on va dire, donc, que nous avons rajouté dans notre site powerbiacademy.com, hein,
un cours de data visualisation en e-learning, donc un cours entre guillemets payant quand même, hein, réalisé donc par Jonathan, où là vous avez bah, tout détaillé, que ce soit les thématiques de visuel, voilà, tout ce qui, voilà, il y a à peu près plus de 3h30 de Ouais, vidéos, hein. Ah, même Voilà, plus que avec ça, je crois. des combien? Bah, bien plus que ça. 6 heures, je ne sais plus, hein, voilà. Non, ouais, c'est un gros Donc truc, là, hein. voilà. Donc là, Ouais. donc en formation data visualisation, chez DataPulse, on a un cours sous forme traditionnelle, en présentiel ou distanciel, avec souvent Jonathan, formateur de 2 jours, hein, Mm. data visualisation. Donc là, bien sûr, l'avantage, c'est qu'il y a toute l'interactivité avec le formateur, mais on a aussi un cours en e-learning qui peut servir soit pour se former en autonomie, ou certains clients nous le prennent plutôt en post-formation, parce que quand vous suivez une formation de 2 jours, bah, sur le coup, on a un petit peu tout en tête, mais souvent, quelques semaines, mois après, on ne se rappelle plus certains trucs. Donc, Mm. l'avantage avec le cours en e-learning, c'est qu'on peut y revenir. Puis, comme tout est bien chapitré, hein, on peut retrouver Ouais. un passage et regarder, hein, voilà. Et Donc, pour ça, le coup, c'est pour cette la formation, formation. en plus, on a prévu qu'elle soit un peu dynamique, au sens où, en fait, à chaque fois qu'il y aura des nouveautés, je vais essayer de les inclure. Par exemple, la nouvelle carte 1, 2, 3, là, elle a 12 000 paramètres. On pourrait passer des heures dessus, en fait. Donc, du coup, plutôt que pour l'instant, j'ai abordé le sujet, mais pas beaucoup en détail. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait rajouter, en fait, dans la formation e-learning sans trop de difficultés. Justement, voilà, au fur et à mesure, quand il y a des nouveaux visuels, les nouveaux filtres, tout ça, bah, ça peut être intéressant de les rajouter et de découvrir des nouveautés. Voilà. Super, Bah, merci à tous. c'est vrai que cette carte 1, 2, 3, malheureusement, elle ne peut pas se copier et c'est un vrai problème. Et on y passe des heures à chaque fois lorsqu'on la reformater avec d'autres mesures, mais c'est comme ça. Oui, elle est pas, tout n'est pas parfait. Il y a des vrais problèmes quand on copie-colle. Il y a des trucs qui marchent, hein. J'arrive à copier-coller la mise en forme, mais pas tout le temps. Et le principal truc qui m'embête, c'est cette histoire de ventilation là. Quand c'est pas ventilé, c'est nickel. Ça marche bien correctement. Si on prend un mois positif, on a bien du vert et là on a du rouge. Mais dès qu'on ventile, on perd ce truc-là. Donc ça c'est vraiment dommage. Bon, ils sont au courant en plus, hein. Moi j'ai déjà échangé avec comment il s'appelle, Miguel Myers, c'est le responsable de la DataVis chez eux. Ils sont au courant, hein, ça fait super longtemps qu'on en parle et c'est pas corrigé. Mais bon, après, il y a plein d'autres choses. Voilà, c'est pas, on va pas leur en vouloir, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, En tout cas, super, bravo. merci bien. Et longue vie à DataPulse. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne continuation, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.